Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre de si bon matin. Et désolé pour le retard, on a 5 petites minutes de retard. On va essayer de les rattraper. Bienvenue à cette conférence raciste, sexiste, transphobe, anti-écologie. Quel est le visage de l'extrême droite aujourd'hui ? Donc je suis Ségolène Amieux, je suis députée de la France Insoumise depuis 2022 en Loire-Atlantique et spécialiste des questions LGBT notamment. Et puis réélue là en 2024 avec, ou grâce plus exactement, à l'action de tous les militants et toutes les militantes qui ont œuvré pour ça. C'est vous, hein, les militants et les militantes, c'est vous. Hein. Donc merci pour les militants et les militantes qui ont œuvré pour ça. Ce matin, donc, on va parler un petit peu du visage de ces gens qui sont à l'extrême droite, des gens qu'on croise malheureusement quotidiennement et qui font aujourd'hui intégralement partie de notre quotidien. On nous a bassiné avec des fâchés pas fachos pendant longtemps, comme s'il n'y avait pas de contrat racial entre les partis d'extrême droite et leurs électeurs, comme s'il n'y avait pas d'alternative à l'extrême droite pour exprimer un vote de rejet, par exemple, et comme si c'était des gens absolument passifs. Ce n'est absolument pas le cas, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et notamment, on peut tous et toutes le percevoir à travers des actions qui, elles, et je vais les appeler YEL parce que ça va leur mettre le seum, à travers les actions qui portent en réalité, que ce soit en intégrant des assos de parents d'élèves qui sont des extensions de la Manif pour tous, que ce soit par des vidéos de coachs de vie masculinistes, antiféministes et totalement rétrogrades, que ce soit par des ratonnades en milice, que ce soit même par le meurtre de personnes queer. Ces gens-là agissent. Et justement, on va essayer de voir ensemble, d'analyser la situation. Et donc, pour analyser le visage des gens d'extrême droite aujourd'hui, nous avons 4 superbes invités que je vous demande d'accueillir comme il se doit. Nous avons Hugo Paletta. Alors, Hugo Paletta, on va faire aussi un petit moment publicité, évidemment, qui a coordonné l'écriture de ce livre que vous pourrez retrouver à l'espace livre à l'entrée des amphis, qui s'appelle donc Extrême droite, la résistible ascension, pour lequel alors voilà, ici, monsieur Hugo Paletta, qui est donc sociologue, expert de l'extrême droite, maître de conférences, co-directeur, de la revue Contretemps, et diffuse aussi un podcast, Minuit dans le siècle, que vous pourrez retrouver. Pour celles et ceux qui, comme moi, ne sont pas forcément à l'aise avec la lecture, les podcasts, c'est la bonne alternative. Nous aurons ensuite Charlène Calderaro, Charlène, qui est donc doctorante en sociologie, spécialiste du fémonationalisme. Nous avons ensuite Cassandre Bégou, j'oublie systématiquement ton nom de famille. Pourtant, ça fait 3 ans avec Cassandre qu'on anime des conférences ensemble aux amphis, qui est donc streamer sur Twitch, vulgarisateur sur les questions de genre et les questions LGBT, et co-directeur du livret LGBT Nouveaux droits de la France Insoumise. Donc notre Bible, évidemment. Et enfin, nous avons Zoé Carl, qui est donc maîtresse de conférences en sémiotique, c'est bon, j'ai pas écorché, spécialiste des analyses du discours. Et donc, je vais immédiatement leur laisser la parole, parce que c'est eux que vous êtes venus écouter. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents et présentes nombreux et nombreuses pour ce qui est en fait un peu aussi une présentation du livre effectivement qui a été mentionné
mentionné là, qui est le premier livre de l'Institut La Boétie, qui est lié à la France Insoumise, donc aux éditions Amsterdam, et c'est le début d'une longue collaboration, j'espère, entre les éditions Amsterdam et l'Institut La Boétie. Et donc là, on va en quelque sorte présenter un certain nombre de contributions de ce livre. Alors moi, je vais parler de la question du racisme et de l'extrême droite. Il paraît assez évident que si on veut comprendre la résistible ascension, pour reprendre le titre de l'ouvrage, la résistible ascension de l'extrême droite, il est absolument impératif de développer une analyse sérieuse du racisme. Mais en même temps, convoquer le racisme pour penser la progression des extrêmes droites en France et au-delà, c'est un geste qui est à la fois donc incontournable mais insuffisant. Incontournable parce que le racisme, évidemment, je ne pense pas avoir besoin de le développer tellement, mais est au cœur, est au centre de l'idéologie des extrêmes droites, et dans la mesure où le succès des extrêmes droites repose en bonne partie sur l'adhésion de pans entiers de l'électorat à certains des principaux énoncés du discours raciste. Mais c'est un geste insuffisant parce que ça pourrait laisser entendre que l'extrême droite et son électorat auraient en quelque sorte le monopole du racisme, voire que ce serait Jean-Marie Le Pen dans les années 80 et le Front National qui aurait dû dehors en quelque sorte inoculer le virus raciste à une société française qui serait restée jusque-là mystérieusement allergique au racisme. Donc toute la difficulté, ça consiste à préciser en quelque sorte le lien, la nature du lien entre le racisme, y compris dans ses transformations, dans sa diffusion, etc., et la progression des extrêmes droites, parce que ce lien n'a rien de mécanique. L'extrême droite n'explique pas le racisme, pas plus que le racisme n'explique à lui seul l'extrême droite. D'ailleurs, si le racisme expliquait à lui seul la montée de l'extrême droite ou des extrêmes droites, ou si la montée des extrêmes droites expliquait la progression du racisme, on pourrait se demander, est-ce que ça signifie que le racisme était par exemple inexistant avant la montée du Front National dans les années 80 ? Bon. Je rappelle, l'extrême droite a été groupusculaire entre, en gros, la défaite politico-militaire des fascismes en 44-45 et le début des années 80 en France. Bon. Est-ce qu'il n'y avait pas de racisme ? Bon, évidemment, une telle supposition est absurde. Les préjugés, les discriminations, les violences racistes étaient tout aussi présents avant les années 80, sans doute tout aussi systémiques, y compris de la part de l'État et de ses appareils de répression. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est comment certaines transformations sociales et politiques dans les années 80, à partir des années 80, ont permis à ce racisme structurel, préexistant à la montée de l'extrême droite, comment ces transformations ont permis de trouver une expression politique spécifique et concentrée sous la forme de l'extrême droite, comment cette extrême droite est parvenue à faire du racisme une arme politique aussi efficace. Donc pour ça, je pense qu'il n'est pas suffisant d'évoquer les talents de Tribun, de Jean-Marie Le Pen, l'habileté de tel ou tel stratège frontiste, la capacité de séduction de Jordan Bardella sur TikTok, etc. Il y a des aspects beaucoup plus structurels et d'ailleurs des aspects beaucoup plus extérieurs en fait à l'extrême droite qu'il faut mettre en évidence. Je pense d'abord à certaines transformations dont on parle beaucoup dans le livre, du champ médiatique, qui ont joué un rôle important, la montée des logiques d'audimat, avec l'omniprésence qui lui est liée des enjeux par exemple sécuritaires dans les débats publics, dans les débats médiatiques. Il y a également l'omniprésence des élitocrates, de pseudo-experts, d'intellectuels pour plateau, l'émergence de la fachosphère, la constitution récente de l'Empire Bolloré, etc. Mais il est aussi crucial de mettre l'accent sur le rôle des partis qui ont longtemps dominé le champ politique et qui ont gouverné, qu'il s'agisse des droites traditionnelles, des droites libérales et conservatrices, mais aussi du centre-gauche, en particulier donc du Parti socialiste et aussi d'ailleurs de ses alliés. Gouverner, c'est pas simplement contrôler l'État compris comme une machinerie administrative, répressive, etc. C'est aussi gouverner, disposer d'un fort pouvoir symbolique, d'un énorme pouvoir symbolique, comme y avait insisté un sociologue qui s'appelait Pierre Bourdieu, notamment d'une capacité à fixer l'agenda politique et médiatique. Or, à travers un ensemble de politiques publiques et de discours d'État menés à partir des années 80, ces forces politiques de droite et de centre-gauche ont installé au cours des dernières décennies un double consensus raciste, un consensus xénophobe, anti-immigré, et un consensus islamophobe, anti-musulman, d'autant plus facilement, ils l'ont fait d'autant plus facilement dans une vieille puissance impériale en déclin comme la France. Et ce faisant, les partis dominants ont créé un terrain particulièrement favorable à l'ascension de l'extrême droite. À ce titre, ces partis portent, à mon sens, une responsabilité absolument centrale, sinon la responsabilité première d'ailleurs, dans l'installation du FN
devenu RN, au cœur du champ politique français. Bien sûr, les formes diverses que prend le racisme sont ancrées de longue date dans la société et la politique française, qu'il s'agisse du racisme colonial, l'islamophobie, la négrophobie, le racisme anti-arabe plus largement, de l'antisémitisme, endémique, on le sait, dans la politique française jusqu'en 1945 et qui a connu ensuite des transformations et qui a persisté sous des nouvelles formes donc par la suite, la homophobie dont les niveaux demeurent extrêmement élevés selon toutes les enquêtes, ou encore de la xénophobie anti-immigrée. Hormis, si on revient en arrière, hormis l'éphémère épisode Poujadis dans les années 50, la défaite, je l'ai dit tout à l'heure, politico-militaire du nazisme et de ses alliés en 1945 avait contraint l'extrême droite à la marginalité pendant plusieurs décennies. Donc il a fallu pour elle attendre les années 80 pour conquérir durablement un électorat significatif avant de connaître un nouveau cycle de progression dans les années 2010 avec l'arrivée de Marine Le Pen à la tête de l'organisation. On peut bien sûr énumérer toute une série de facteurs explicatifs, mais cette ascension électorale me semble procéder de deux tendances conjointes qui ont quelque chose à voir avec le racisme, en tout cas notamment la deuxième. D'abord, à partir des années 80, vous avez toute une série de politiques qui sont mises en œuvre, notamment par le Parti socialiste, de libre-échange, de privatisation, de mise en concurrence, de libéralisation du marché du travail, de marchandisation, de régression des droits en matière de retraite, en matière de chômage, etc., qui ont eu pour effet d'intensifier toutes les concurrences, toutes les incertitudes, toutes les précarités, toutes les inquiétudes en quelque sorte, aussi bien sur le marché du travail que dans la sphère du logement ou dans l'institution scolaire. Bon. Dans le même temps, on a assisté à la production par toute une série d'acteurs politiques, médiatiques, intellectuels, la production d'un nouveau sens commun, d'une nouvelle idéologie dominante, d'une nouvelle doxa en quelque sorte, qui repose précisément sur le double consensus raciste que j'ai évoqué. Et donc le FN a pu progresser aussi rapidement à partir des années 80 parce qu'au moment même où se généralisait dans la population une crainte, une peur du déclassement pour soi-même ou pour ses enfants notamment, sous l'effet précisément de la grande transformation néolibérale du capitalisme, eh bien dans le même temps, vous aviez tous ces acteurs dominants du champ politique et médiatique qui ont travaillé à diffuser, à banaliser, à légitimer des discours sécuritaires, ultra-sécuritaires, mais aussi des discours xénophobes et des discours islamophobes en particulier. Et tous ces discours désignaient en quelque sorte une cible commode, facile, logique, en quelque sorte, à l'adresse de tous ceux et toutes celles qui cherchaient peut-être moins une explication d'ailleurs de leurs craintes et de leur malaise, mais un bouc émissaire facile. Dans ce contexte, le FN est parvenu à se développer en apparaissant à une frange croissante de la population, de l'électorat, comme le parti qui s'oppose le mieux, non pas aux inégalités croissantes, d'ailleurs il n'a aucun discours sur les inégalités, c'est même un mot absolument étranger à la rhétorique du Front National de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. J'avais fait une recherche sur les discours de Marine Le Pen, alors à l'époque c'était en 2012 mais 2017, il n'y avait quasiment aucune occurrence du mot inégalité dans ces discours de campagne. Donc c'est pas le parti aux yeux de son électorat qui s'oppose le mieux aux inégalités croissantes entre riches et pauvres, c'est encore moins le parti qui s'oppose le mieux à l'offensive du capital contre les travailleurs et les travailleuses. Mais il est perçu comme le parti qui s'oppose le mieux aux dangers mortels que représenteraient les immigrés, les musulmans et musulmanes, et plus largement les minorités. Danger d'une promiscuité territoriale qu'ils perçoivent, ou que cette frange de l'électorat perçoit localement comme une invasion, on n'est plus chez nous. Bon. D'une destruction culturelle de l'identité française, ils ne veulent pas s'assimiler, ils veulent nous imposer leurs coutumes, etc., etc. Ou encore de la faillite d'un modèle social soupçonné d'être trop généreux avec eux. Ceux qui vivent des allocs, implicitement les étrangers, les minorités, etc. Il faut bien dire que la singularité de l'électorat de l'extrême droite ne procède pas en soi d'ailleurs d'un statut social particulier, contrairement à ce que raconte le discours dominant, qui en fait le parti des ouvriers, le parti de la classe ouvrière, qui aurait remplacé en quelque sorte dans ce rôle le Parti communiste français. Même s'il a sans doute son centre de gravité plutôt dans la petite bourgeoisie et dans le haut des classes populaires, plutôt les classes populaires blanches installées relativement bien installées économiquement, dans les petites villes, dans les zones rurales, l'électorat de l'extrême droite reste hétérogène socialement, surtout si on tient compte de l'électorat par exemple d'Éric Zemmour en 2022, qui était un électorat particulièrement bourgeois. Ce qui cimente, ce qui fait l'unité de cet électorat, de ce conglomérat électoral, disent les sociologues, comme l'a bien montré d'ailleurs dans un livre récent Félicien Faury, sociologue, c'est au niveau idéologique son niveau exceptionnellement élevé d'hostilité à l'égard des immigrés, des musulmans et musulmanes, des juifs et des juives, des roms, des minorités.
Et le fait qu'ils considèrent massivement cet électorat, l'immigration, la sécurité, la menace terroriste, entre guillemets, mais aussi la défense de la nation et, entre guillemets, de l'identité française, comme les enjeux politiques centraux, comme les problèmes fondamentaux que devraient résoudre en quelque sorte les pouvoirs publics, les gouvernements, etc. Bien sûr, ce n'est pas un phénomène franco-français. Nombre de sociétés connaissent des processus de fascisation ou des dynamiques fascistes plus ou moins avancées. Cette dynamique, en même temps, demeure incompréhensible. C'est ce que j'ai essayé de développer là. Si on ne prend pas au sérieux la dimension raciste des politiques et de l'idéologie diffusée par la classe dominante et ses appareils idéologiques, les médias dominants, les partis dominants, depuis les années 80. Il y a toute une offensive raciste, il faut mettre l'accent, je pense, là-dessus, qui s'est développée, qui a commencé à se déployer alors, dans les années 80, et qui s'est radicalisée en France au cours des années 2000-2010, d'abord en réponse au 11 septembre 2001, et peut-être surtout en France dans la foulée des attentats de 2015, offensive qui a consisté à cibler donc les immigrés extra-européens, les musulmans et les musulmans de plus en plus intensivement. De ce point de vue, le macronisme est venu tout simplement parachever la trajectoire du personnel politique de la classe dominante depuis 4 décennies, issus de la droite traditionnelle comme du PS. De plus en plus incapable de conquérir le consentement de la population à leur politique néolibérale, en raison même d'ailleurs des effets immédiats et à plus long terme de cette cure néolibérale, des effets d'appauvrissement, de précarisation, etc. Les partis dominants sont allés de plus en plus loin dans la stigmatisation des étrangers, des exilés, des minorités religieuses et raciales, en particulier des musulmans et des musulmanes. L'accumulation de lois sécuritaires et antiterroristes a moins eu pour objectif et pour effet de s'attaquer aux problèmes de criminalité et de terrorisme que de construire la figure d'un ennemi de l'intérieur saturé de représentations racistes. Une menace mortelle pour la nation française et pour la civilisation européenne. De Sarkozy et Hortefeux jusqu'à Macron, Darmanin, Blanquer, en passant par Hollande et Valls, ces lois et tous les discours qui les ont entourés ont été à chaque fois l'occasion, donc, je veux dire, de discours d'autant plus pernicieux et puissants qu'ils s'appuyaient sur l'autorité symbolique de l'État. La progression de l'extrême droite a donc reposé en bonne partie, en grande partie, pour l'essentiel en réalité, non pas du talent, je le disais tout à l'heure, de ses dirigeants, mais sur la banalisation de ces thèses par des partis et des intellectuels de droite, mais aussi associés, parfois lointainement, je dirais, à la gauche. Et le Front National n'aurait pas pu s'enraciner sans tout un processus d'imprégnation xénophobe, raciste, islamophobe des champs politiques et médiatiques. Néanmoins, et je finirai là-dessus, pour pas être trop long, il serait, je crois, erroné et dangereux de prétendre que l'accession au pouvoir du FN ne ferait que prolonger les politiques d'ores et déjà menées par ces forces que j'ai évoquées. Un parti comme le FNRN, dont le succès repose à ce point sur la xénophobie et sur le racisme, un parti que ses propres partisans et soutiens perçoivent comme le meilleur défenseur en réalité de l'intérêt des Blancs, ne pourrait pas se maintenir au pouvoir sans donner en permanence des gages à son électorat. Il lâcherait nécessairement la bride aux appareils de répression, police et armée, dont une partie importante, on le sait, des membres, sont d'ores et déjà acquis à ces positions. Je ne sais pas, par exemple, si vous vous souvenez, on a beaucoup parlé du vote FN dans la police. On a un peu oublié les tribunes de militaires, y compris de généraux, donc de la haute de l'état-major, hein, de la hiérarchie supérieure de l'armée, contre le délitement de la France et pour nettoyer les banlieues, etc. Donc, un gouvernement dominé par le Front National, par l'extrême droite, irait nécessairement beaucoup plus loin encore dans l'entreprise d'assujettissement, de violence, de domination à l'égard des immigrés et descendants d'immigrés postcoloniaux, des musulmans et musulmanes et de l'ensemble des minorités. Et c'est pour ça, notamment, et pour quelques autres raisons qui seront mentionnées après, qu'il faut nécessairement les arrêter. Je m'arrêterai là. Alors bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation aux organisateurs et organisatrices. Donc c'est un vrai plaisir d'être ici puis de participer à ce panel. Donc dans le temps qui m'a imparti, je vais vous présenter un petit peu le chapitre avec lequel j'ai contribué à l'ouvrage donc dirigé par Hugo. Donc il porte sur l'appropriation du féminisme par l'extrême droite à travers un cas assez précis, celui du collectif Némésis, donc qui est un collectif de femmes d'extrême droite qui se revendiquent féministes identitaires. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, il est très présent sur les réseaux. Donc avant de revenir sur ce cas,
je vais faire un détour par la stratégie de normalisation de l'extrême droite et puis par le contexte de fémonationalisme dans lequel il s'inscrit. Donc je vais revenir un peu sur ça. Alors tout d'abord, la stratégie par laquelle l'extrême droite tente de se normaliser, je pense qu'on la connaît en France depuis un certain temps et on la retrace souvent à 2012, particulièrement sur la question des femmes. Puisque ça correspond au moment en fait où Marine Le Pen devient présidente du Rassemblement national et où elle entreprend une stratégie de dédiabolisation par rapport à Jean-Marie Le Pen qu'elle réussit à exclure du parti, notamment pour des propos antisémites. Et donc il y a vraiment cette volonté de rendre l'extrême droite plus libérale, plus tolérante, ou de donner l'impression qu'elle est devenue plus tolérante. Et au cœur de cette stratégie de normalisation, il y a la question des femmes et du féminisme. Et Marine Le Pen, à ce moment-là, met en avant son identité de femme, se présente comme défenseur des droits des femmes, contre les violences notamment faites aux femmes qu'elle attribue aux autres, donc aux migrants, aux hommes non blancs, des quartiers populaires, aux musulmans, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la racialisation du sexisme, le processus par lequel le sexisme est attribué toujours aux autres, aux étrangers, aux hommes d'origine étrangère, et donc dans un contexte bien sûr de racisme anti-musulman et puis dans un contexte anti-immigration très fort. Tout ça alors que bien sûr on sait pour la plupart d'entre nous que malgré tous ces discours il y a encore un antiféminisme qui est très fort au sein du Rassemblement national et on le voit dans les votes qui sont faits par les députés du RN, que ce soit au niveau européen ou national. Donc c'est souvent contre les réformes qui peuvent favoriser les femmes d'une manière ou d'une autre. Et en fait, donc, cette racialisation du sexisme, elle est à la base d'une dynamique plus large qui consiste à utiliser les rhétoriques féministes ou liées aux droits des femmes à des fins nationalistes et racistes. Et donc c'est ce que une sociologue qui s'appelle Sarah Faris a appelé le fémonationalisme. Donc vraiment cette juxtaposition du terme féminisme et nationalisme pour vraiment penser l'utilisation des rhétoriques féministes à d'autres fins que celles qui avaient été portées par que celles qui sont portées par les mouvements d'émancipation féministe, mais à l'inverse pour nourrir les objectifs nationalistes, racistes, etc. Et donc ça nous permet de penser ça, mais si on a tendance souvent à associer ce phénomène-là à l'extrême droite, c'est un phénomène auquel participent aussi de nombreux acteurs et actrices politiques plus mainstream. Et donc, comme le disait Hugo tout à l'heure, en fait, c'est aussi le cas de partis de droite ou de partis un peu plus à gauche et de figures notamment même du féminisme d'État. Et d'une partie même, donc du féminisme d'État, du féminisme institutionnalisé, etc., qui peut participer d'une certaine manière à ces dynamiques-là. Et donc pour bien comprendre, je pense, tout ce phénomène-là, il faut vraiment avoir à l'esprit la façon dont différents acteurs et actrices peuvent participer à leur manière à un petit peu cette convergence de différents acteurs autour de la défense des droits des femmes à des fins nationalistes. Mais donc, en général, la recherche en sociologie ou en sciences politiques s'est souvent intéressée au rôle précisément des partis politiques d'extrême droite dans ces discours qui utilisent la question des femmes pour avancer leur agenda. Et à raison, puisque effectivement le Rassemblement national a joué un rôle majeur dans le déploiement de ces discours en France, et on est d'ailleurs, je pense que c'est important de le souligner, mais un des rares pays européens où les femmes votent autant pour l'extrême droite, pour le Rassemblement national, que les hommes. Et donc ça s'est avéré en quelque sorte fructueux comme stratégie, puisque certains chercheurs, chercheuses spécialistes du sujet ont justement associé, disent en tout cas que c'est partiellement cette stratégie de féminisation qui a été entreprise par Marine Le Pen qui a vraiment fait basculer cette situation-là du fameux gap qu'on a toujours constaté sur le vote à l'extrême droite, où c'est toujours beaucoup plus les hommes qui votent à l'extrême droite que les femmes. Bien là, les femmes ont rattrapé les hommes dans ce vote. Donc ça, c'est un contexte particulier, mais en tout cas, je voulais dire qu'on se concentre très souvent sur le rôle des partis politiques et des acteurs de ces partis, mais on s'est peu intéressé aux mouvements sociaux plus grassroots de l'extrême droite, qui se développent de plus en plus, notamment aussi sur les réseaux, etc. Et donc, je voulais m'intéresser davantage au rôle de ces militants et de ces militantes un peu plus de la base, qui se constituent en collectif, en organisation, etc. Je pense que en fait, ces mobilisations-là donnent à voir aussi des nouvelles formes
des nouvelles mobilisations qu'on qualifierait de fémo-nationalistes, et notamment des mobilisations de femmes. Et c'est là que je pense que ça peut attirer davantage notre attention, puisque voilà, elles mettent au centre la question des violences, etc., mais en tant que femmes d'extrême droite. Et donc je propose d'analyser ce cas à travers la notion d'appropriation, pour parler de la manière dont le collectif Némésis, notamment, met au centre cette question des femmes. Donc le collectif Némésis, il s'agit d'un collectif né en novembre 2019, cofondé par Alice Cordier, qui en est sa présidente, et qui se définit comme féministe identitaire. Donc il est non mixte dans le sens où il n'est ouvert qu'aux femmes. Ça, c'est aussi assez nouveau, puisque auparavant, donc il y avait bien sûr des mobilisations de femmes à l'extrême droite, mais elles étaient souvent organisées au sein de groupes, de mouvements dominés par des hommes à l'extrême droite. Et il y avait des sections féminines en fait qui soutenaient c'était une répartition des tâches. C'est toujours une répartition des tâches très genrée, mais elles soutenaient en quelque sorte le mouvement qui était majoritairement masculin et avec des sections féminines donc. Il y a eu aussi d'autres groupes uniquement de femmes, mais je vais développer sur donc, les différences qu'il y a entre ce qu'on a vu par le passé et Némésis. C'est principalement l'empreinte de ce label féministe, et puis le fait de s'assumer aussi comme collectif de femmes et de se mobiliser vraiment sur une identité de femmes. Et donc je fais référence aussi à l'ouvrage de Magali Della Souda, Les nouvelles femmes de droite, qui justement retrace toutes ces mobilisations de femmes en France et qui nous montre bien qu'en fait il y a eu différentes mobilisations, petits groupes de femmes plus ou moins visibles, mais là vraiment donc avec Némésis il y a quelque chose de nouveau qui est le fait de se revendiquer féministe plutôt que de revendiquer une position explicitement anti-féministe comme ça a souvent été le cas. Et donc dans Némésis, la plupart des membres sont de jeunes femmes dans leur vingtaine, certaines sont même très jeunes, donc j'ai une de mes enquêtées qui a 16 ans, qui était au lycée militaire, et qui représente plutôt une partie de la base de ces militantes qui sont issues plutôt, qui sont là via une socialisation familiale militante très forte, ce qui explique aussi le jeune âge, mais voilà, une moyenne d'âge de plutôt 22 ans. Qui sont issues des classes supérieures, plutôt étudiantes ou ayant déjà fini leurs études et étant jeunes actives. Et certaines ont déjà milité dans des syndicats étudiants de droite comme l'UNI, ou même dans des collectifs nationalistes ou royalistes comme l'Action française, ont été sympathisantes ou sont adhérentes de partis politiques, et principalement bien sûr RN ou Reconquête. Donc il y a des profils assez hétérogènes en termes d'expérience politique, mais toujours bien sûr à l'extrême droite, et ce ne sont jamais de jeunes femmes qui sont passées par le féminisme. Donc il n'y a vraiment pas de socialisation politique au féminisme ou au mouvement féministe. Et donc c'est un collectif qui se mobilise beaucoup sur les réseaux en ligne à travers des actions coup de poing, de perturbation des manifestations féministes notamment. Et puis en termes d'agenda politique, le collectif met vraiment au centre donc, cette question des violences sexistes et sexuelles, et tout particulièrement le harcèlement de rue. Donc je vais y revenir. À travers une grille de lecture racialisée, toujours, puisqu'il s'agit de mettre en avant les migrants et les hommes non blancs comme les principaux coupables de ces violences envers les femmes dans l'espace public notamment. Donc comme je disais, ça me semble être une nouvelle forme de mobilisation de femmes d'extrême droite qui cherchent à se revendiquer du féminisme et notamment à modifier en fait les frontières de ce que signifie même le féminisme et le projet que porte le féminisme. Donc j'ai pu m'intéresser à ce collectif dans le cadre de ma thèse, d'une enquête de terrain, et j'en suis venue en fait à la conclusion que les concepts d'instrumentalisation et d'antiféminisme qu'on utilise souvent pour qualifier ce genre de mobilisation ne suffisent pas, ou en tout cas ne permettent pas complètement de saisir ce qui est à l'œuvre dans cette mobilisation, puisque il me semble que là il y a vraiment, ça va plus loin dans le sens où il y a une appropriation du féminisme qui suppose en fait de redéfinir ce qui doit être au centre donc du projet féministe, ce qui en fait partie ou pas, remettre en cause les frontières du féminisme comme je le disais. Et ça passe par un ensemble d'opérations de cadrage, donc une manière de définir en fait les problèmes qu'elle tente de mettre en avant, le fait de revoir l'histoire du féminisme à l'aune d'une lecture de droite, c'est-à-dire de réinterpréter l'historiographie des vagues du féminisme, notamment elle revoit
l'histoire, par exemple en favorisant les premières vagues du féminisme mais en rejetant les plus contemporaines, en disant le féminisme c'est devenu finalement quelque chose qui a été souvent un discours corrompu par l'extrême gauche, par l'islamo-gauchisme, par les combats LGBT, etc. Donc il y a cette idée de revoir l'histoire du féminisme et de le redéfinir. Et puis donc en s'appropriant le féminisme, elle l'incorpore en fait à un agenda politique anti-immigration qui est régi par une idéologie ethno-nationaliste et raciste. Et puis en fait, donc ça passe principalement par un élément, par une cause que je voudrais un peu mettre en avant, puisque pour rendre le féminisme compatible à cet agenda, à cette idéologie qui est la leur, elle passe par une cause pivot qu'elle met au centre, et donc c'est le harcèlement de rue, qui avait été initialement porté bien sûr par les féministes, et particulièrement en France depuis 2014. Elle a été rapidement mise à l'agenda du féminisme d'État. Vous connaissez peut-être sûrement la loi qui a été portée par Marlène Schiappa, la pénalisation du harcèlement de rue. Elle a fait partie de cette loi dite Schiappa contre les violences sexistes et sexuelles en 2018. Et donc la question du harcèlement de rue avait été souvent traitée de manière racialisée dans les discours autour de cette loi, y compris par des acteurs des politiques publiques ou par les députés de la majorité présidentielle qui étaient au cœur des discussions parlementaires sur la loi, etc. Et on peut se rappeler, par exemple, du discours de Schiappa qui, face à la critique du risque de stigmatisation ou de profilage racial qui était mise en avant par les féministes pendant la discussion sur la loi, parce que les féministes étaient opposées, donc pour beaucoup, à la pénalisation du harcèlement de rue. Elles ont dit notamment, en fait, le risque, c'est de stigmatiser racialement, et c'est pas ce qu'on porte voilà, comme projet. On peut lutter contre les violences d'une manière différente. Et donc Marlène Schiappa a répondu qu'il fallait arrêter de parler de stigmatisation à tout va. Puis elle a dit, quand on a fait la loi sur le harcèlement de rue, on nous a dit ça va stigmatiser ceux qui harcèlent dans la rue. Eh bien stigmatisons, je n'ai aucun problème avec ça. Ça c'est un peu pour vous montrer le ton de ces discours, et elle a vraiment finalement ignoré toutes les critiques sur la stigmatisation. Et quand on dit Marlène Schiappa, finalement c'est aussi tout le groupe politique qui portait la loi. Et puis ça s'est aussi fait par toutes les discussions sur les quartiers sans relou qu'elle a voulu mettre en place, et même par la suite c'est devenu complètement les quartiers de reconquête républicaine. Donc c'est pour vous montrer à quel point la question du harcèlement de rue a été imbriquée à un agenda en fait voilà, nationaliste, avec la question de la reconquête républicaine. On a vraiment cette incorporation directe de thèmes voilà, liés à la nation, au territoire, à la protection contre des gens qui ne seraient pas partie en fait de la nation. Et donc, pourquoi je vous parle aussi de Schiappa dans toute cette histoire avec Némésis, c'est parce que même si finalement les féministes se sont opposées à ce type de cadrage racialisé, du harcèlement de rue, etc., il me semble que la problématisation du harcèlement de rue de cette manière-là, et le fait de l'avoir porté comme ça par le gouvernement sous la présidence de Macron, a permis de rendre disponible de manière très visible ce cadrage-là du harcèlement de rue, et à mon sens constituer une opportunité politique de taille pour les collectifs d'extrême droite, pour l'extrême droite en général d'ailleurs, puisqu'après, lors des présidentielles de 2022, Zemmour se positionne contre le harcèlement de rue, Le Pen aussi, et puis récemment, on l'a vu, Bardella avait fait sa vidéo pendant la campagne contre, en se positionnant comme défenseur des droits des femmes, en parlant principalement du harcèlement de rue. Donc c'est devenu, je dirais, la cause principale par laquelle le féminisme est approprié à l'extrême droite. Alors il y a d'autres causes voilà, qu'on pourrait noter, mais je pense que c'est une des principales pour ce qui s'est passé ces dernières années. Et pour finir, bientôt, je voulais juste dire très rapidement les trois principales manières dont l'appropriation du féminisme se fait chez ces militantes. C'est tout d'abord à travers un antiféminisme déjà, mais qui est particulier, c'est-à-dire qu'elle s'oppose aux mouvements féministes contemporains, notamment ceux qui se revendiquent de l'intersectionnalité ou qu'elles interprètent comme tels. Et toujours avec la question du harcèlement de rue, en disant que les féministes ne dénonceraient pas le véritable profil de leur harceleur de rue, etc. Donc il y a toujours ça qui est au cœur. Et puis, deuxièmement, elles mettent en avant une approche post-féministe avec l'idée que l'égalité serait déjà acquise en Occident.
Et puis enfin, il y a une racialisation du sexisme qui est omniprésente, qui se cristallise sur le harcèlement de rue, mais aussi sur les violences dans l'espace public en général, ou même dans le couple, quand elle parle de femmes, notamment même non blanches, en fait, là, elles mettent l'accent sur les violences dans le couple à ce moment-là. Et donc, en un sens, à travers le harcèlement de rue, en fait, en défendant que les combats féministes contemporains ne sont plus pertinents en Occident, elle situe la menace sexiste à l'extérieur, à la fois des frontières, enfin à la fois du foyer et des frontières nationales, en un sens. Et il me semble que c'est à travers ça que ça se fait véritablement. Et puis pour conclure rapidement, parce que j'ai plus trop de temps, donc j'ai voulu mettre l'accent dans ce chapitre sur la notion d'appropriation qui me semble plus à même de saisir cette mobilisation de femmes d'extrême droite que les seuls termes d'antiféminisme ou d'instrumentalisation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'antiféminisme ni d'instrumentalisation dans leur démarche, puisque comme je disais, l'antiféminisme il est au centre. Simplement, ce qui me semble important, c'est que elle rejette les mouvements féministes contemporains, mais elle s'approprie le concept de féminisme. Et donc elle l'adapte à leur agenda, à leur idéologie, elle tente d'en faire autre chose. Et elle me semble signaler donc un phénomène plus insidieux, puisqu'en retour, cette appropriation-là, elle facilite des nouvelles formes d'identification féministe à l'extrême droite. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce que j'ai pu voir dans mon enquête, où beaucoup de jeunes femmes sont entrées par là, sont entrées dans le collectif par la question du harcèlement de rue, par la question en fait de ces cadrages-là, en fait, par toute cette racialisation. Et donc, ça pose, cette appropriation-là, elle pose des enjeux majeurs pour les forces féministes, antiracistes, antifascistes, mais aussi plus largement pour toutes les forces d'émancipation, puisque ça ne concerne pas que le féminisme, mais aussi l'écologie, comme on va le voir. Et puis, voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Du coup, on va avoir deux propos qui vont se compléter à merveille. Je vais pas exactement redire un petit peu ce que la contribution que j'ai pu faire à l'ouvrage collectif, mais je vais vous prendre un autre chemin pour arriver à la thèse que j'y défends. Donc, pendant les Jeux Olympiques de 2024, une boxeuse issue d'un pays dans lequel la transition est pour ainsi dire pas possible s'est retrouvée accusée par une autrice de livres pour enfants et militante anti-trans, J.K. Rowling, un milliardaire et soutien de Donald Trump, Elon Musk, et une première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni, d'être en réalité un homme. Sous-entendu d'être en réalité une femme trans, etc. L'affaire Iman Khelif au JO de Paris, pour moi, est assez représentative d'à quel point la question des personnes trans est devenue saillante dans le discours de l'extrême droite, et notamment dans la capacité de l'extrême droite à bâtir des ponts. Du coup, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment les personnes trans sont devenues justement ce point de ralliement dans les droites extrêmes. Donc je vais faire très très vite un petit peu une généalogie, un petit peu de comment, un petit peu à quel moment tout ça a commencé à émerger. Les mouvements anti-trans peuvent sembler assez compliqués à saisir vu de l'extérieur, puisqu'ils reposent énormément sur des relais médiatiques. Donc de loin, on a l'impression que c'est une collection de paniques morales qui arrivent sporadiquement dans les médias, et on a souvent du mal à saisir finalement la réalité concrète et matérielle en fait, des réseaux qui sous-tendent toutes ces paniques. Les réseaux sociaux sont bien évidemment un lieu privilégié de ces offensives, et également un lieu privilégié de politisation et parfois de recrutement au travers justement de personnes qui vont en fait tomber dans des failles algorithmiques et suivre ces paniques et se retrouver finalement dans des bulles de filtre de plus en plus racistes, eugénistes, etc. Le monde anglophone est un énorme foyer d'infusion. Alors donc je vais surtout parler des États-Unis comme gros foyer d'infusion de la panique transphobe, particulièrement pour ce qui est de la France, parce que bien évidemment, le Royaume-Uni est aussi un gros foyer d'infusion des mouvements anti-trans. Seulement, la différence entre le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est qu'au Royaume-Uni, la transphobie est de nature transpartisane. Les discours anti-trans ont d'abord émergé plutôt dans des sphères féministes plutôt proches du Parti travailliste, à une époque où c'était plutôt le Parti conservateur qui, précisément dans un agenda justement un peu fémo-nationaliste, se présentait un petit peu comme un champion des droits LGBT et notamment avait fait passer certaines réformes pour le changement de sexe à l'état civil pour les personnes trans.
et d'ailleurs récemment, l'actuel Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, répondait à J.K. Rowling, qui donc lui demandait si les femmes trans qui ont le certificat de reconnaissance de leur genre, donc c'est l'équivalent un peu du changement d'état civil au Royaume-Uni, donc si ces femmes trans peuvent utiliser selon lui les toilettes des femmes, donc Keir Starmer lui a répondu non, elles n'ont pas ce droit, elles ne devraient pas. Donc pour le Royaume-Uni, alors en France, à l'inverse, on a quand même une digue qui a bien tenu dans le mouvement féministe pour contrer justement les discours anti-trans. Pareil dans le mouvement politique et dans les partis politiques de gauche. Donc je vais plutôt vous parler du coup du contexte des mouvements anti-trans aux États-Unis, mais de toute façon tout va être très très vite lié. En 2016, la Caroline du Nord adopte sa première Bathroom Bill, donc loi sur les toilettes. Les lois sur les toilettes, ce sont des lois qui disent qu'on a le droit d'utiliser les toilettes qui correspondent uniquement au genre qui figure sur notre sur notre carnet de naissance. C'est des lois qui sont impossibles en fait à appliquer, à moins en fait de les appliquer en justifiant et légalisant le harcèlement de toute personne soupçonnée trans. Et en fait, généralement, elles se traduisent par le fait que le harcèlement de ces personnes-là, jusqu'à ce qu'elles quittent les toilettes, devient légal. C'est une forme de discrimination légalisée. D'autres lois de cette nature vont suivre, mais à partir de 2021. Donc pourquoi en 2016 ? Pourquoi en 2016 apparaît cette Bathroom Bill ? Ça date du fait que fin 2016, l'administration Obama étend l'interprétation de la non-discrimination sur la base du sexe dans la Constitution, notamment sur les amendements de la Constitution propres à l'éducation. Donc l'interprétation du coup de cette non-discrimination sur la base du sexe, il l'interprète comme le fait que la discrimination ne se fait pas uniquement sur la base du seul sexe, mais de la conformité ou non aux stéréotypes de genre. Ce qui inclut du coup de fait les personnes LGBT, que ce soit les homosexuels, car l'homosexualité comme non-conformité à ta place de genre, ou les personnes trans. Les conservateurs s'y opposent, certains en profitent pour essayer d'introduire des lois fédérales qui restreignent du coup le sexe au seul sexe soi-disant biologique, mais à cette période, Trump n'en a pas encore fait un sujet central. On observe en fait à cette période-là, donc lorsque l'administration Obama met ça en place, que se développe une petite avant-garde anti-trans dans le parti conservateur aux États-Unis, qui trouve des relais d'abord extérieurs. Le relais extérieur principal, ça s'appelle WOLF. C'est donc le Women's Liberation Front, qui est une organisation féministe radicale anti-trans dans la ligne des autrices Janice Raymond et Mary Daly, qui en 1979 avaient écrit un livre qui s'appelle L'Empire transsexuel, qui a été un des premiers livres en fait de théorisation finalement de la pensée anti-trans, notamment avec une approche qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de conspirationniste, entre guillemets, dans lequel en fait elle développe une thèse selon laquelle l'avancée de la médecine, enfin comment dire, que le backlash antiféministe va jusqu'au champ de la médecine moderne et que la médecine moderne cherche à effacer les femmes pour effacer du coup les féministes, au travers notamment de la transsexualisation des hommes. Que en fait voilà, donc c'est un livre qui a fait émerger en fait toute une génération de féministes anti-trans, mais qui jusqu'ici était plutôt cantonné à l'intérieur des mouvements féministes, et du coup c'est à ce moment-là en 2016, au moment où Trump se présente, que cette association WOLF commence de plus en plus à être invitée un petit peu partout avec cette question de la transidentité. Donc WOLF porte plainte contre l'administration Obama en disant que donc sa nouvelle interprétation du coup de l'égalité de sexe contredirait l'égalité des sexes, car les hommes étant potentiellement des violeurs et elles considérant que les femmes trans sont des hommes, du coup ça mettrait activement les femmes en danger dans les toilettes, etc. Et très vite, WOLF se fait inviter un peu partout dans le monde conservateur. Les représentants de WOLF sont invités sur le show de Tucker Carlson, qui est un des shows les plus suivis à l'époque. On disait que Trump basait la plupart de ses décisions en fonction de ce qu'il disait chez Tucker Carlson. Elles sont invitées à la Heritage Foundation, qui est donc un think tank évangélique ultra-conservateur états-unien, qui notamment s'est retrouvé en fait à tous les jalons en fait antiféministes de l'histoire des États-Unis, que ce soit contre l'avortement, contre la contraception, contre même simplement le fait de constitutionnaliser l'égalité des sexes, etc. Et à la Alliance Defending Freedom, qui est donc également un think tank d'extrême droite. Donc voilà. C'est là qu'on a du coup le début de la période un petit peu des scandales dans la presse. On est désormais sous Trump, il y a un bouillonnement du coup de la sphère anti-trans sur Internet, donc ces réseaux, comme je vous le disais, traditionnellement issus du monde féministe, commencent à se diversifier et trouver de plus en plus de financement, et sur les plateformes notamment YouTube se développe de plus en plus de création de contenu, toute la vague aussi des incels, des masculinistes, etc., qui se font autant de relais
du mouvement anti-trans. Et c'est là que le sujet des personnes trans devient progressivement un sujet politique majeur. Et les politiques sexuelles en règle générale. J'ai parlé des incels, je ne vais pas trop développer sur le développement du mouvement. Les incels, c'est les célibataires involontaires, pardon. C'est une frange du mouvement masculiniste qui utilise justement le fait de ne pas trouver de femmes pour faire l'amour, pour dire que c'est la preuve de la conspiration des féministes contre les hommes. Et qui en fait c'est l'idée en fait selon laquelle en fait les féministes organiseraient une privation du droit naturel des hommes à jouir. En fait. Voilà. Donc ces mouvements, donc il y a une énorme politisation à l'extrême droite au travers de ces politiques sexuelles, notamment avec ce développement de ces contenus masculinistes et incels en ligne. Et là-dedans précisément, les discours anti-trans tiennent une fonction, et c'est pour ça que je ne vais pas m'intéresser sur pourquoi les gens sont anti-trans, mais je vais plutôt m'intéresser sur la fonction de ces discours-là. Et ils opèrent en fait justement une fonction au travers de cette mobilisation des affects anti-trans, de radicalisation et presque, je dirais, de vulgarisation n'est pas le bon terme, mais on va dire de représentation finalement de l'entièreté de la représentation du monde de l'extrême droite. Donc on va se poser la question de quelle est la fonction de la transphobie pour les mouvements d'extrême droite. Il y a donc une fonction de représentation du monde qui est très centrale dans la radicalisation et la politisation des personnes, et aussi une fonction de cheval de Troie qui donc permet du coup de faire avancer des agendas, notamment d'attaque du système scolaire et médical. Donc je vais prendre certains des éléments du discours anti-trans. Donc il y a le premier, donc qui est le plus ancien, c'est cette idée du remplacement des femmes, qui date donc comme je vous disais de ce bouquin L'Empire transsexuel dès 1979. Une forme de grand remplacement trans quelque part. C'est quelque chose qu'on a retrouvé en France dans le traitement médiatique justement des questions trans. Lorsqu'il y avait l'affaire du planning familial, où en gros le planning familial avait mis une affiche avec un homme enceint, puisque les hommes trans, lorsqu'ils ont gardé leurs appareils génitaux, peuvent être enceints. Et donc pour faire une affiche et une campagne d'affichage pour dire en fait que tout le monde est le bienvenu au planning familial, il y avait une campagne qui notamment menée par des soi-disant féministes anti-trans, qui étaient plus anti-trans que féministes, qui du coup demandaient un petit peu l'arrêt des subventions en fait du planning familial. Et donc notamment Marguerite Stern et Dora Muto, qui depuis se sont renommés féministes parce que le féminisme c'était plus assez bien, qui donc ont dit dans cette tribune: nous refusons que le mot qui nous relie soit effacé au profit d'étiquettes qui nous divisent. De même, Le Figaro a titré Wokisme quand les transsexuels veulent l'effacement de la femme, et à noter que lorsqu'on regarde l'URL de cet article, le titre de l'URL parle de mort des femmes. Elisabeth Roudinesco, psychanalyste invitée sur Quotidien, qui parle d'une épidémie de transgenre. Donc dans le discours des mouvements anti-trans, on retrouve cette menace de la submersion, qui est la même finalement qu'on retrouve dans la menace de la submersion migratoire dans le discours général du grand remplacement. Ensuite, revenons sur les toilettes. Pourquoi les toilettes? Bien évidemment parce que le viol. Donc c'est un détournement et bien évidemment du féminisme. On part du principe que les hommes étant, dans le consensus féministe étant considérés comme des potentiels violeurs, les espaces intimes ségrégés sont donc nécessaires à la protection des femmes, mais puisqu'il faut toujours un présupposé, c'est pour ça que je ne redis pas pourquoi est-ce que les gens sont transphobes, je ne viens pas là-dedans, parce qu'il faut un présupposé transphobe, et c'est un présupposé transphobe qui est partout dans la société. C'est un peu le présupposé de base lorsque on grandit dans une société transphobe globalement. Mais donc comme le présupposé transphobe est que les femmes trans sont considérées comme les hommes, en raison souvent du présupposé qu'elles auraient un pénis, et en l'absence de quoi, si elles n'en ont pas, l'absence est qu'elles ont vécu comme un homme, et donc qu'elles auraient gardé la propension des hommes, soit naturelle, soit sociale, on ne sait pas trop, à la violence. Et donc voilà, donc c'est un détournement. Pourquoi est-ce que c'est un détournement? Puisque les discours anti-trans font du coup des femmes trans la figure numéro 1 du viol à la place des hommes. Tout comme le fémonalisme fait des personnes racisées la question numéro 1 du viol à la place des hommes. Donc, ça facilite du coup la discussion finalement avec des conservateurs, puisque, et d'ailleurs c'est généralement la fonction justement de ce déplacement de la question féministe, c'est que le problème patriarcal se retrouve déplacé. Au début, pensent certaines temporairement, et ensuite, en fait, finalement, ce militantisme devient un militantisme avec une, single issue, comme on dit aux États-Unis, un militantisme unique sur un seul sujet. Donc, du coup, finalement, ad vitam aeternam.
Puisque donc, les femmes trans, quoi qu'il arrive, pour les conservateurs, les femmes trans sont déjà considérées comme sexuellement dangereuses parce que tout simplement elles sont déviantes dans l'ordre genré. Lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire de l'homophobie, l'histoire des discours homophobes, ce sont déjà des discours sur le genre. La manif pour tous, un des slogans de la manif pour tous, c'était quand même contre la théorie du genre. Puisque le fait que des homosexuels se marient remettra en question l'ordre du genre. Donc pour les conservateurs, c'est déjà un présupposé que ces personnes-là sont dangereuses. Donc ça permet ces rapprochements-là. Ensuite, il y a la question des enfants. J'ai parlé de la manif pour tous, forcément, les enfants. Dans les discours anti-trans, il y a l'idée fondamentale que la confusion potentielle que les enfants pourraient avoir face à la question du genre pose problème. C'est-à-dire soit un enfant qui poserait la question à quelqu'un « Ah, vous êtes un homme ou vous êtes une femme ?» soit que l'enfant horreur se pose la question pour lui ou elle-même. En fait, le problème, c'est que les enfants se posent la question tout court, puisque y a cette idée, ça va faire la transition pour après, c'est qu'en fait, c'est une contradiction avec l'évidence naturelle. Les enfants représentent cette évidence naturelle qu'ils n'ont pas encore été salis et pervertis par la société. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup les enfants énormément mis en avant pendant la manif pour tous. L'idée qu'ils sont pervertis par des adultes qui leur apprennent l'homosexualité. L'enfant qui s'interroge sur le genre d'un tiers représente donc une menace à l'autorité parentale, puisque l'autorité parentale est chargée de mener les enfants vers une bonne éducation. Donc, puisque l'autorité parentale se retrouve sommée de donner une réponse à une question qui ne devrait pas se poser. Et donc l'autorité parentale également se retrouve placée en concurrence avec la réponse du tiers. Évidemment, si votre enfant pose à la personne « Est-ce que tu es un homme ou une femme ?» et que la personne lui dit « Bah tu sais, en fait moi je suis non-binaire, on peut être un peu entre les deux et ça peut exister, etc. » L'autorité parentale se retrouve remise en question puisque le droit qui est considéré généralement dans la vision de la famille, et je viens à la famille juste après, mais le droit naturel qui est considéré du parent à former entièrement, intellectuellement, philosophiquement, psychologiquement son enfant se retrouve remis en question par l'intervention de ce tiers. Et donc, j'y viens, donc la famille comme symbole est donc privée de sa prétention à encadrer la totalité donc, des systèmes de représentation sociale. Puisque la politique sexuelle de l'extrême droite, c'est donc une politique d'ordre et d'ordonnancement, mais on retrouve beaucoup une vision presque biologique du corps national, dans lequel du coup la famille est la cellule la plus fondamentale. Et en fait la famille occupe en fait finalement l'image, presque la vulgarisation de ce que représente la nation. Donc c'est ce qu'on retrouve finalement dans l'effet après des discours anti-trans, c'est que toutes les femmes, donc par exemple Iman Khelif, vont se retrouver extrêmement scrutées. Chaque comportement déviant du genre va se retrouver scruté, puisqu'il s'agit de ramener dans le rang finalement les femmes. On le voit aussi également avec la question des tradwives, donc les femmes traditionnelles, les influenceuses de la féminité traditionnelle sur Internet, et pour finalement les ramener dans la place qui est censée être la leur, selon l'extrême droite, donc cette place subalterne. Et encore une fois, cette famille face aux menaces extérieures devient un ersatz de la nation, soumis également aux menaces extérieures. Et enfin, dernier aspect, c'est l'aspect du cheval de Troie. Je vais y aller un petit peu plus légèrement, je vais un petit peu moins développer puisque ça me paraît un peu plus évident. Aux États-Unis, il y a une association qui s'appelle Moms for Liberty qui s'est créée un petit peu pendant le Covid, donc sur fond de panique anti-trans et sur fond de questions de anti-vax, trumpistes, etc., qui s'appelle Moms for Liberty. Et les trumpistes en fait ont pris comme stratégie numéro 1 d'investir énormément les school boards, comme on dit, les comités d'éducation en fait des écoles, notamment avec des questions, justement ces questions-là de panique morale sociale, on va dire, et en fait c'est devenu un relais privilégié pour les lobbies, notamment contre l'école publique aux États-Unis, pour faire passer justement au nom du coup de ces groupes de mères qui seraient outrés qu'on apprenne n'importe quoi à leurs enfants, etc., pour pousser justement l'idée par exemple de la liberté d'éducation qui pousse en fait l'augmentation de la mise en concurrence de l'école aux États-Unis. En France, on a exactement la même situation avec Parents vigilants de Éric Zemmour, qui se trouve également un cheval de Troie pour la défense de l'enseignement catholique et pour justement la diversion justement des fonds étatiques vers du coup l'enseignement privé
particulièrement de confession catholique. Donc je vais m'arrêter là pour ça, mais je veux vraiment qu'on reste avec cette idée-là que les discours anti-trans peuvent sembler encore une fois très nébuleux et parfois un petit peu très très spécialistes et très spécialisés, mais ils occupent aujourd'hui une fonction assez centrale dans la mise en lien des différents réseaux d'extrême droite entre eux et dans la diffusion de cette vision du monde et cette politique sexuelle de l'extrême droite. Et c'est très important de s'y intéresser et de les scruter, puisque à trop les mettre de côté comme quelque chose de sociétal qui serait un petit peu trop à côté, trop spécialisé, on risque de tomber à côté de comment dire, d'un effondrement assez significatif du front à gauche, comme on a pu le voir en Grande-Bretagne au Parti travailliste. Donc voilà. Eh bien, je vais conclure donc avec la question de l'écologie, de l'extrême droite, qui va croiser à peu près toutes les interventions qu'on a eues jusqu'à présent. Donc, du côté de l'extrême droite, qui a un champ, et ça je vais y revenir pas mal, assez hétérogène, il y a depuis quelques années un discours autour de la défense de la nature, qui est revivifié et qui a pris la forme donc d'un discours sur l'écologie qui a pu, à bien des égards, apparaître comme une forme d'appropriation, un peu comme l'appropriation du féminisme, appropriation de la thématique écologique au sein de cette famille politique qui est historiquement en France plutôt rétive à la question. Donc la question que j'aborde en fait dans le chapitre du livre, c'est de savoir si l'extrême droite et l'écologie sont incompatibles. Et la réponse est un peu plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Il faut d'abord faire deux distinctions, je pense, pour aborder cette question. D'une part, distinguer entre les mutations discursives actuelles, qui sont des effets de discours et qui sont en fait des effets de positionnement des partis d'extrême droite sur la thématique écologique, les distinguer des politiques effectives, ça j'y reviendrai, et distinguer au sein de la famille politique que constitue l'extrême droite deux espaces qui sont assez différents, qui sont d'une part les espaces partisans, donc les deux partis RN, anciennement FN, et puis plus récemment Reconquête, et l'espace groupusculaire. Alors sur le rapport entre l'extrême droite et l'écologie, historiquement, en tout cas, l'espace partisan est climato-sceptique en France. Et ça, c'est une position qui se maintient aujourd'hui. Le Front National s'est distingué depuis toujours par des positions très sceptiques vis-à-vis de la thématique écologique, qui a été jugée peu porteuse sur le plan électoral et qui a été assimilé à des lubies de bobos. Je renvoie à des déclarations célèbres de Jean-Marie Le Pen sur la question. C'est aussi le cas au sein du parti Reconquête, qui est un parti donc très très anti-écolo. On connaît tous les formulations type écologie punitive, les ayatollahs verts, etc., qui sont voilà, des discours très significatif qui signale en fait les positionnements anti-écologiques de ces partis. Alors ça c'est pour l'espace partisan. Alors même si aujourd'hui il y a une mutation du discours, j'y reviendrai, on peut quand même s'accorder sur le fait qu'il y a un maintien de ces positions climato-sceptiques. En revanche, dans l'espace groupusculaire de l'extrême droite, la question est un tout petit peu plus compliquée. On ne peut pas nier en fait qu'il y ait une tradition, un mouvement, en tout cas une veine qui est sensible à la question écologique au sein du mouvement groupusculaire à l'extrême droite depuis à peu près les années 80-90. Alors sur la question, je renvoie aux travaux de Stéphane François, qui est historien, qui a beaucoup travaillé cette question, et à deux publications récentes, celle d'Antoine Dubiot, qui a publié un livre qui s'intitule Écofascisme, et de Pierre Madelin, dont j'ai oublié le titre malheureusement. Mais
la tentation écofasciste. Mais ce sont des ouvrages qui font le point sur toute une tradition intellectuelle, idéologique au sein de l'extrême droite, sensible donc à la question écologique, et qui va chercher ses références du côté des auteurs de la révolution conservatrice allemande et d'un mouvement qui a émergé au XIXe siècle, qu'on appelle le mouvement Völkisch, donc qui est formé sur la base de folk, le peuple, et qui promeut une vision de la nature qui est très articulée à une conception organiciste de la société, du peuple. Le peuple serait historiquement lié à une terre. Ça rejoint aussi toute une veine idéologique qu'on appelle Blut und Boden, c'est-à-dire le sang et la terre, qui, bon, je vous fais pas un dessin sur les liens qui sont faits entre territoire, peuple, et ça n'engage pas uniquement en fait que le rapport à des régions, à des lieux, mais également des organisations internes en fait du peuple, qui rejoignent les remarques de Cassandre tout à l'heure, c'est-à-dire on a la vision d'un peuple qui est pensé comme un organe, c'est ça ce que ça veut dire, la vision organiciste de la société, où il y a une forme de complémentarité des rôles, et notamment des rôles genrés, mais également des hiérarchies internes qui font que cette pensée du peuple assigne certaines parties du peuple à des places qu'il est ensuite difficile de modifier, puisqu'elles sont pensées selon un modèle censément naturel, et donc avec tous les effets d'évidence et de non-démonstration que cela emporte. Donc cette veine folkish qui s'est épanouie dans ces mouvements qui étaient des mouvements qui promouvaient aussi le naturianisme, un certain rapport à la nature, aux espaces naturels, et qui a irrigué en fait des mouvements intellectuels et politiques en Allemagne dans les années 30, et qui se sont exprimés ensuite politiquement par des lois de protection de la nature mises en place par le régime nazi dans les années 30. Cette veine-là a été importée, acclimatée en France à partir de des années, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, par des intellectuels qui sont aussi des entrepreneurs idéologiques, qui ont traduit ces auteurs, qui s'en sont inspirés et qui ont constitué tout un corpus intellectuel à disposition, qui a été très prégnant en fait au sein de groupes comme la Nouvelle Droite, dont l'animateur principal est Alain de Benoît. Donc, du côté de l'extrême droite groupusculaire, on a tout un ensemble de groupes qui sont à la fois des militants de terrain, mais également des intellectuels, qui se montrent sensibles à la question de la protection de la nature, et assez sincèrement sensibles, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus considérer qu'il s'agit d'une... Enfin, il y a un intérêt sincère pour ça, mais qui est lié à d'autres enjeux qui n'ont rien à voir avec la protection de la biodiversité et qui entrent en cohérence avec une vision du monde qui est une vision de la nature pensée comme modèle de société. Donc, depuis les années surtout 80 en France, sous l'impulsion de ce groupe, la Nouvelle Droite, et au sein de la droite, de l'extrême droite groupusculaire, un certain nombre de penseurs isolés ont essayé de faire vivre la question écologique à l'extrême droite, à la fois, donc, je disais, par intérêt sincère, mais aussi pour les effets de cohérence que cela pouvait créer dans cette vision du monde. Et par exemple, au sein du mouvement identitaire, au sein de cette nouvelle droite, de cette extrême droite néo-païenne, de la nouvelle droite, un certain nombre de publications, d'événements ont été organisés autour de la thématique écologique. Donc, il faut bien imaginer qu'ils sont très minoritaires historiquement au sein de l'espace de l'extrême droite, qui est, je le rappelle, une famille hétérogène, mais qui va quand même s'accorder sur un certain nombre de principes, et notamment sur cette vision organiciste du monde. Alors, le fait que la question de l'écologie soit aussi centrale dans l'espace public et dans le champ politique depuis
une bonne quinzaine d'années maintenant, fait qu'il va y avoir un renouveau de l'intérêt pour la question écologique à l'extrême droite et une nouvelle actualité de la question. Donc on va observer depuis les années 2010-2017, surtout en fait du point de vue des partis, un renouveau des discours autour de la nature, et en particulier des discours autour de la défense de la nature. Ça a son importance. À la fois dans ces deux espaces, à la fois dans le champ groupusculaire et également dans l'espace partisan. Donc, du point de vue du champ groupusculaire, on va redécouvrir des auteurs comme Alain de Benoît, on va rediffuser la question de l'écologie avec l'apparition aussi de nouveaux acteurs, de nouveaux intellectuels qui vont travailler la question. Et la question d'une écologie intégrale, c'est la formule qui va être pas mal diffusée et pas mal employée, va revivre au sein de différents mouvements, alors tout particulièrement dans le mouvement identitaire, mais également du côté de l'extrême droite catho-traditionnaliste, qui va s'emparer de la question. Et ça va faire écho avec des thématiques un petit peu plus anciennes. Alors par exemple, du côté de l'Action française, on va avoir une espèce de... la question du nationalisme intégral va se percuter avec la question de l'écologie intégrale. Avec des modifications de slogans, tout ce qui est national est nôtre devient tout ce qui est local est nôtre, et un investissement de la question écologique qui va se jouer sur le terrain donc de l'adaptation en fait des questions écologiques à des questions qui sont plus sociales, qui sont plus humaines. Alors sur le plan des formules, ça se traduit par une floraison de formules. J'ai déjà mentionné écologie intégrale, mais il y a également l'écologie humaine qui a été particulièrement présente au moment des mobilisations contre la manif, de la manif pour tous. Une autre formule plus portée par des gens qui sont sensibles à l'ethnodifférentialisme, l'écologie des civilisations. Alors qu'est-ce que c'est l'écologie des civilisations ? C'est le fait que tout le monde est bien là où il est et que donc il faut préserver les communautés traditionnelles qui doivent être arrimées à des territoires qui sont historiquement les leurs. Donc on retrouve un petit peu l'argumentaire Blut und Boden, c'est-à-dire le sang et la terre, et on voit bien comment ça peut être remachiné dans une pensée qui est complètement paniquée par le grand remplacement, par les questions de migration. Donc on va avoir une floraison comme ça de formules. Chaque fois qu'on ajoute un adjectif à écologie, ça doit nous alerter. Là, en l'occurrence, l'écologie de l'extrême droite est très friande de ces adjectifs qui déplacent en fait la question de la défense de la nature plus du tout du côté de la défense de la biodiversité et de la mise en place de politiques qui œuvrent véritablement à la préservation des milieux, mais qui pensent cette question de la défense du point de vue des équilibres sociaux et des équilibres entre populations. Donc, du côté du champ groupusculaire, il y a une actualité de la question qui fait qu'on va avoir une floraison d'événements autour de l'écologie intégrale dans divers lieux. Et du côté du RN, la question, le discours sur l'écologie va s'affirmer également autour d'une écologie heureuse versus l'écologie punitive des écolos de gauche, une écologie populaire, une écologie de bon sens. Alors on a tous ces ensembles de formules qui tournent autour de la même stratégie. C'est une stratégie d'adresse qui se veut populiste, c'est-à-dire qui appellerait à un vieux clivage entre le peuple versus les élites, entre le centre versus la périphérie, et qui se distingue par un hiatus réel en fait entre les stratégies de communication et les politiques qui sont véritablement mises en œuvre. Donc, à titre d'exemple, on peut observer les positions qui ont été celles du RN à la fois au sein du Parlement européen ou de l'Assemblée nationale. Le parti a systématiquement voté contre toutes les lois du pacte vert, faisant alliance ainsi avec les forces conservatrices du PPE.
et s'est positionné de façon évidente comme un obstacle à la mise en œuvre de politiques pour le climat. Donc c'est tout à fait sensible du point de vue des politiques énergétiques, puisqu'il se positionne contre les énergies renouvelables, avec un combat qui est un peu structurant au sein de l'extrême droite contre les éoliennes, qui est intéressant parce que il est le signe de deux choses. À la fois le fait que il n'y a pas de pensée réelle, matérielle en fait, de solutions pour penser une sortie pour apporter des solutions à la crise climatique. Donc ça, c'est le premier point. Et d'autre part, qui est symptomatique aussi d'un investissement qui est esthétique, qui est symbolique de la nature et en particulier des paysages traditionnels, puisque l'ensemble des discours se concentre sur la question de la défiguration des paysages et pas tellement sur les solutions à apporter, et que c'est un des arguments principaux avancés dans la lutte contre les éoliennes. Une autre thématique sur laquelle le RN se positionne de façon assez évidente, c'est la question de l'agriculture, puisqu'ils vont systématiquement faire obstruction au niveau de l'Assemblée du Parlement européen, à tous les dispositifs. Alors par exemple le dispositif de la ferme à la table, qui visait à une réduction de 50% de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, d'une part, et à l'augmentation des surfaces allouées au bio, d'autre part. Ils ont voté contre ces mesures-là. Et également, sur le plan national, ils ont également voté, par exemple, contre le plafonnement des aides à la PAC, qui devait être plafonné à 60 000 € par an. Et donc, de fait, ce sont des votes qui vont plutôt favoriser les gros exploitants, plutôt que les petits exploitants, un certain type d'agriculture et l'industrie agroalimentaire en particulier, et qui va un petit peu à l'encontre des effets de communication autour de la défense d'une agriculture familiale, de la défense des circuits courts, de la défense du local, qui se situe en fait dans une continuité aussi avec les politiques et les discours surtout du type la terre ne ment pas, qui sont extrêmement forts au sein du Front National, du Rassemblement National, ancien Front National. Donc dans les faits, les politiques soutenues par le Rassemblement National favorisent les gros exploitants et vont à l'encontre des mesures de protection de la biodiversité, ce qui fait qu'il y a un hiatus aussi au sein il y a un hiatus entre la communication et les politiques qui sont effectivement soutenues, contre leur leitmotiv, par exemple, de la restauration des paysages défigurés par les excès de la vie moderne, etc. On va avoir plutôt des politiques qui favorisent ces destructions et la destruction des milieux. Toujours est-il que sur le plan purement discursif, des effets de discours, on se situe dans une continuité complètement incontestable avec l'imaginaire nationaliste autour de la nature et la défense de façon générale d'un modèle de société organiciste qui vise en particulier deux thématiques. D'une part, les politiques sexuelles et la question de la reproduction, et d'autre part, le rapport à l'étranger, ce qui fait qu'on observe à une appropriation, peut-être pas jusque-là, en tout cas une réexploration de la thématique écologique par cette famille assez libre, qui permet donc de retrouver les vieilles marottes de l'extrême droite, qui sont d'une part la question de la place des étrangers et d'autre part la question de la politique sexuelle. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous l'aurez compris, donc cette conférence n'avait pas vocation à être exhaustive.
sur tous les visages que revêt l'extrême droite aujourd'hui. Mais c'est plutôt une mise en bouche de ce que l'Institut La Boétie aujourd'hui est capable de produire, une mise en bouche qui, je pense, vous aura donné envie d'aller plus loin et de lire ce livre absolument fabuleux. Donc, L'extrême droite, la résistible ascension, que vous trouvez donc aux éditions Amsterdam, et que vous pourrez retrouver à l'espace livre à l'entrée de ces amphis. Fin de la page de pub. Moi, je vais faire un petit pas de côté pour conclure cette conférence et essayer de voir si on a encore quelques minutes pour pouvoir vous laisser la parole pour des questions. Je vais faire un petit pas de côté en rappelant que aujourd'hui, le projet néolibéral et le capitalisme se voient entravés par nos lois, par nos règlements, par le fait qu'on veuille mettre en place de l'égalité, par exemple, entre l'homme et les femmes. C'est entravé par le fait que nous régulions la possibilité d'utiliser ou non des pesticides, de surexploiter, etc. Nous avons encore quelques règles protectrices et à vocation égalitaire. Et dans ce monde néolibéral et dans ce système capitaliste, ces lois sont des entraves. Il faut donc, pour pouvoir aller plus loin dans le néolibéralisme et plus loin dans l'appropriation capitaliste, il faut s'affranchir de ces lois qui sont issues de notre système démocratique. Pour faire accepter du coup ces avancées vers toujours plus de capitalisme, pour faire avancer, pour aller et accepter que nous nous affranchissions de ces lois, de ces règlements, de ces protections, eh bien, il y a justement ce qui a été décrit aujourd'hui, à savoir le fait d'imposer une autre loi, une loi naturelle, une loi qui s'imposerait à nous, que ce soit quelque chose d'historique, quelque chose de naturellement de biologique, que ce soit le fait d'être né, de ne pas être né, comme ci, comme ça, que ce soit le fait de ressembler ou de ne pas ressembler, d'être finalement, une loi qui tiendrait du bon sens. Cette loi qui tient du bon sens, malheureusement, elle va, ou du moins celles qui ont été, cette loi naturelle, on va dire, malheureusement, elle s'oppose, et heureusement, en réalité pour nous, elle s'oppose à la recherche, elle s'oppose à la science, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui, nos chercheurs, que ce soit des sociologues, que ce soit des scientifiques de tout poil, des médecins, nous prouvent que effectivement, cette loi naturelle est en fait une idée préconçue et presque une facilité de penser, voire une paresse de penser, mais que ce n'est pas la réalité, que concrètement, effectivement, l'égalité entre hommes et femmes, par exemple, nous amènera vers du mieux. C'est une certitude. Et non, le fait de permettre aux femmes de travailler, par exemple, n'est pas une régression à tout prix. Enfin bref, vous avez compris, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous êtes tous de gauche a priori. Et donc justement, ces théories, et c'est là où on va retomber un peu sur nos pieds. Donc ces théories, ces lois naturelles qui s'imposent à nous, eh bien justement, elles servent aujourd'hui le dessein néolibéral, elles servent le capitalisme. Mais dans le même temps, et c'est là où c'est très intéressant, et c'est pas en même temps macroniste, mais dans le même temps, on voit que les grands partis politiques dominants ont fait le lit de ces idées, on fait le lit, on fait la place, on préparé, voire poussé parfois, on diffusé des idées qui ont été des idées racistes, ou qui sont encore d'ailleurs des idées racistes, on ne va pas le mettre au passé, qui sont des idées racistes, qui sont des idées sexistes, qui sont des idées LGBT-phobes. Et donc, le fait d'avoir préparé ce lit-là nous permet aujourd'hui, ou du moins permet aujourd'hui à l'extrême droite, de s'exprimer pleinement et d'être reçu comme étant effectivement quelque chose d'une loi naturelle. Donc là, vous voyez, on a
beaucoup à combattre, et c'est là où moi je fais mon petit pas de politicienne, c'est qu'on a encore du travail. Et ce travail-là, il va justement passer par la loi, par la règle, ce qui empêche le néolibéral, le capitaliste d'aller toujours plus loin. Ce qui empêche de faire. Ça passera par la loi et par des lois qui prévoient l'égalité entre toutes et tous, qui prévoient la protection de tous ceux qui ne peuvent pas se protéger. J'entends dedans aussi la nature et tous les êtres vivants. Et donc, c'est aussi par là qu'on va pouvoir se battre. Mais les idées, et là, je fais appel à vous, les idées, elles ne se sont pas diffusées uniquement par la loi ou par les politiques. Les idées, elles se sont diffusées, et on l'a extrêmement bien montré aujourd'hui. Les idées, elles se diffusent aussi par ce que vous allez pouvoir diffuser. Donc n'hésitez pas à diffuser, continuez à vous cultiver. Il y a encore beaucoup de sujets sur justement l'extrême droite aujourd'hui, quelles sont les différentes facettes de l'extrême droite aujourd'hui, et finalement les liens avec la droite classique et même ce qu'on va appeler le centre. Et vous avez aussi des techniques pour vous défendre de ces idées. Et donc là, je vous invite à éplucher votre programme que vous avez tous dans votre sac, sur vos genoux ou dans la voiture, pour assister aux autres conférences qui vont vous y aider. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. On peut peut-être prendre 2 questions. Ouais. Genre un homme, une femme, et on va essayer de faire extrêmement court parce qu'on a beaucoup débordé. Un, deux, c'est bon. Oui, bonjour. Je voulais vous poser la question juste à propos du fémonationalisme et de la transphobie. On a vu que, alors d'un côté, il y a une volonté donc de réappropriation du féminisme qui se veut intégrer l'antiféminisme. Et de l'autre côté, Cassandre, tu parlais de Tradwife, les femmes à la cuisine, etc. Alors je voulais savoir si c'est 2 mouvances différentes, et si c'est pas 2 mouvances différentes, comment ils font pour mettre ça en cohérence, parce que aller expliquer aux gens qu'il faut mettre les femmes à la cuisine, mais qu'en même temps il faut les protéger, ça doit être compliqué à tenir comme ligne. Est-ce qu'une femme a une question ? Merci. Et je précise, il y a aussi des personnes non binaires qui posent des questions. Merci. Oui, je voulais aussi revenir par rapport à l'instrumentalisation des anti-trans, où Cassandre, tu as beaucoup parlé des femmes trans, et je me demandais si le processus d'appropriation, ou je ne sais pas si appropriation c'est un beau mot, mais par rapport aux hommes trans par l'extrême droite était similaire, ou c'était parce que c'est des luttes quand même un petit peu différentes et des enjeux un peu différents, et s'il y avait des distinctions dans ces appropriations-là. Oui, alors je vais commencer avec la première question, merci. Alors je pense que c'est là qu'il faut que c'est important de rappeler ce que Zoé a dit tout à l'heure sur l'hétérogénéité de cet espace, et sur le fait qu'il y a des divisions en son sein. Et c'est un bon exemple justement de prendre d'un côté les tradwives, un peu représentés aujourd'hui même par la figure de Thaïs Descuffon, même si elle a fait ce virage un peu plus récemment. Et de l'autre côté, le cas qui m'a intéressé, celui de Némésis avec Alice Cordier, puisqu'en fait leurs deux discours sont souvent mis en opposition, où il y a notamment, on peut trouver sur YouTube des débats entre les deux qui sont organisés souvent par l'extrême droite pour un petit peu les mettre en contradiction. Et en fait, c'est vrai qu'elles représentent, elles ont deux positions différentes sur le sujet, avec Thaïs Descuffon qui se dit clairement antiféministe, et Alice Cordier à l'inverse qui se revendique féministe identitaire. Et je pense que là, ça me permet de préciser aussi sur la spécificité peut-être de la mouvance identitaire dans laquelle Némésis se place, même si en fait Thaïs Descuffon vient aussi du mouvement identitaire,
mais avec le virage qu'elle a fait vers les tradwives, etc., en fait, elle s'en est écartée, alors que le collectif Némésis reste dans cette mouvance-là. Et comme l'a dit Zoé tout à l'heure, il y a vraiment... Enfin, en tout cas, je pense que ça me permet de préciser que les identitaires et Némésis se situent dans... en fait, sont les héritiers de la nouvelle droite aussi. Et ils se situent aussi... surtout cette question de la guerre d'opposition, de la question des idées, en revendiquant notamment en fait, en mettant un petit peu des pions à tous les niveaux, chez les éditorialistes, un petit peu partout, pour aussi être présent à tous les niveaux, et notamment, je pense aussi, en reprenant des idées un peu à propos de tous les sujets qui sont visibles dans l'espace public. Je pense que c'est un peu aussi un peu dans la suite, dans l'héritage de Alain de Benoît, quand il revendiquait un gramscisme de droite, etc. Je pense qu'on peut vraiment voir le lien avec les identitaires de chez Némésis, qui en fait développent de nouvelles idées, de nouvelles théorisations sur le féminisme à l'extrême droite, et qui sont en effet en contradiction avec d'autres formes beaucoup plus classiques d'antiféminisme à l'extrême droite, beaucoup plus représentées par les tradwives, qui en fait est aussi un phénomène un peu exporté récemment, disons, des États-Unis, et qui se développe en France, mais qui, voilà, il y a ces contradictions aussi à l'extrême droite, mais en effet, je pense qu'il y a aussi ces dimensions plus sincères. En fait, c'est pour ça que j'aime pas toujours le terme d'instrumentalisation, parce que je pense que ça montre pas suffisamment le fait qu'il peut tout à fait y avoir un engagement de femmes à l'extrême droite sur la question des femmes, sur la question des violences, alors que pour Thaïs Descuffon, par exemple, c'est pas le cas du tout. Il y a vraiment une dimension très traditionnelle des rôles de genre. Elle est beaucoup suivie par les incels aussi. Enfin, elle est suivie par les masculinistes d'ailleurs. C'est ça aussi, la consommation de son contenu, c'est ça. Alors que chez Alice Cordier, chez Némésis, c'est un autre profil, je dirais. Donc, c'est beaucoup plus de femmes d'ailleurs. Donc, il y a ces contradictions au sein de l'extrême droite. Voilà, je vais pas faire trop long. Mais... Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. Juste là-dessus, je vais faire un petit détour par l'Église catholique. C'est que l'idée d'égalité est totalement hors du champ de réflexion sur la question du genre à l'extrême droite. Et d'ailleurs à droite en règle générale, il y a l'idée souvent de complémentarité des sexes qui est mise en avant, comme justement cette complémentarité naturelle, quoi. En fait, souvent, en effet, quand je dis les femmes à la cuisine, j'attribue ça à une place subalterne, puisque j'ai une lecture féministe. Mais il y a aussi une valorisation, entre guillemets, de la féminité comme valeur positive. Alors, valeur qui reste à sa place, mais valeur positive. Donc, c'est pour ça que, voilà, ma lecture féministe dit que fait que j'identifie ça comme une position subalterne, mais en effet, dans leur représentation du monde, c'est une place qui n'est donc pas égale, mais complémentaire et à sa place. Sur la question des hommes trans, là où les femmes trans sont présentées comme dangereuses, les hommes trans sont présentés davantage comme les victimes du lobby trans. La place des hommes trans, en fait, dans le discours anti-trans, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, c'est notamment des bouquins comme le livre qui s'appelle Irreversible Damage, donc Dommage irréversible de Abigail Schreier, où en fait ça présente les hommes trans, donc bien évidemment la logique transphobe, vu qu'on les perçoit du coup comme des femmes, comme du coup des gamines paumées qui se font manipuler pour se faire mutiler leur corps. Concrètement, en fait, la panique autour des hommes trans sert davantage à recruter des parents, notamment dans les associations qui promeuvent les thérapies de conversion, qui promeuvent l'interdiction des transitions, y compris jusqu'à l'âge de 25 ans. En tirant un petit peu les affects des parentaux sur la projection dans son enfant et sur le contrôle, on va dire, de son corps. Donc voilà, le rôle est davantage en effet de ce côté-là, et qu'on va retrouver dans des plaidoyers comme celui de l'association Hippomonie ou de l'Observatoire de la Petite Sirène, qui vont mettre en avant un petit peu des récits d'hommes trans comme des récits de corps mutilés à sauver, et ils vont beaucoup parler de scandales sanitaires quand ils vont parler des hommes trans. Là, en effet, sur les femmes trans, ça va être plutôt de danger pour les femmes. Donc voilà, c'est un petit peu la différence. On va malheureusement devoir arrêter là, mais nous allons tous les 5 rester dans le coin si vous avez d'autres questions. Moi, j'aurais souhaité simplement conclure avec une toute petite chose qu'on n'a absolument pas dite pour le moment, à savoir que
on a parlé de racisme, on a parlé de sexisme et de fémonationalisme, on a parlé d'anti-écologie, on a parlé de transphobie et de LGBT-phobie. Et en fait, derrière, on a mis un seul mot à chaque fois, qui était extrême droite. Évidemment, et là par contre ça a été très bien dit, on a effectivement des populations très hétérogènes, mais qui se retrouvent à la fois dans leur vote, à la fois dans leurs espaces sociaux, etc. On va retrouver parfois des mêmes personnes qui vont passer d'un groupe à un autre en fonction du sujet. Pour nous, quoi qu'il arrive, ça reste des idées et des personnes, alors on ne prône pas la violence, hein, mais à combattre, au sens des idées, et quoi qu'il arrive, ce sont les mêmes populations que l'on va retrouver d'un côté et de l'autre. D'où l'importance de rappeler le fait de faire des ponts lorsque nous sommes en lutte, lorsque l'on milite, que ce soit sur des luttes écologistes, sur des luttes féministes, sur des luttes, quelles que soient vos luttes, lutter avec les autres. Intéressez-vous aux luttes des autres, allez soutenir les luttes des autres, parce que c'est en faisant des ponts entre eux, que ce soit sur les luttes LGBT par exemple, et la lutte contre l'islamophobie par exemple, ce ne sont pas des luttes antinomiques, au contraire, on va retrouver les mêmes personnes en face qui tapent. Donc on va taper ensemble, en retour. Et là, concrètement, je vous invite effectivement tous et toutes à réfléchir aussi vos actions militantes à travers justement le prisme de comment on peut traverser les luttes ensemble et faire de l'intersection. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, des bons amphis, et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce premier ouvrage de l'Institut La Boétie, donc coordonné par Hugo, à l'espace ce livre d'à côté. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Hugo ne l'avait pas encore tenu en main, ce livre, avant aujourd'hui.